يشرفني باسم الجمعية. J'ai l'honneur, au nom de l'Assemblée générale, de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Thomas Hendrik Ilves, président de la République d'Estonie, et je l'invite à donner son discours devant l'Assemblée générale. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque j'ai pris la parole devant cette Assemblée l'année dernière, nous avions à l'esprit l'état de la sécurité européenne et de la sécurité mondiale. La violation flagrante du droit international et l'occupation du territoire ukrainien dont nous avons été témoins au printemps 2014 a enclenché un changement majeur dans la situation sécuritaire mondiale. Un an plus tard, nous tentons encore de nous adapter à cet état de choses tout à fait imprévisible et modifié, alors que nous continuons de lutter contre les défis de l'heure qui incluent le terrorisme, le changement climatique, la pauvreté, les violations des droits de l'homme. Le nombre de conflits et de crises de par le monde continue d'augmenter. Nous avons été également témoins d'une évolution positive récemment. Nous espérons que l'accord historique sur le programme nucléaire iranien ouvrira la voie vers davantage de stabilité au Proche-Orient de manière plus large. C'est une région où les conflits en Syrie et en Libye ont mené à une radicalisation d'un nombre croissant de personnes et à la naissance de l'EIL. Et cela représente une menace préoccupante à la paix et à la sécurité en Syrie, en Irak et au Proche-Orient de manière large. L'EIL viole les valeurs humaines universelles. Aucun pays n'est à l'abri de cette menace. Arrêter ce groupe et arrêter d'autres organisations terroristes nécessite un effort à l'échelle mondiale. L'Estonie appuie la coalition internationale contre l'EIL. Nous pensons que les Nations Unies et leur forum de lutte contre le terrorisme ont un rôle important à jouer à cet égard. Mesdames et messieurs, les crises et les conflits en cours, notamment en Syrie et en Libye, ont engendré la crise des réfugiés actuels en Europe. Cette crise des réfugiés en Europe ont fait la une dans les journaux internationaux ces derniers mois. Mais le problème est beaucoup plus large, il est mondial. D'après les statistiques des Nations Unies, une personne sur 122 aujourd'hui est soit une personne réfugiée, un demandeur d'asile à l'étranger ou une personne déplacée dans son propre pays. 42 000 personnes de par le monde fuient chaque jour leur foyer. Jamais auparavant avions-nous vu autant de personnes qui étaient obligées de partir. La guerre civile en Syrie, à elle seule, a créé plus de 4 millions de réfugiés. La majorité de ces personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins qui, de très loin, portent le principal poids de cet exode. Mais d'autres ont choisi de tenter le voyage dangereux à travers la Méditerranée pour arriver en Europe. Il y avait 600 000 demandeurs d'asile en Europe en 2014. Il y en aura beaucoup plus cette année. Je suis extrêmement préoccupée de voir qu'il y a un appui croissant pour les mouvements politiques d'extrême gauche et d'extrême droite en Europe, nourris par des sentiments racistes et contre les migrants. Renforcer la base démocratique dans nos sociétés qui nous a permis de vivre en paix depuis la Seconde Guerre mondiale est très importante. Des politiques populistes à court terme qui exploitent la crainte des personnes ordinaires ne mènera à rien. L'Union européenne est le principal bailleur de fonds dans ses efforts pour soulager cette crise de réfugiés syriens. Environ 4 milliards d'euros ont été mobilisés par la Commission européenne et par les États membres de l'Union européenne au titre de l'aide humanitaire, l'aide au développement économique et de stabilisation aux personnes déplacées de Syrie. Et d'autres efforts sont prévus, notamment un fonds d'affectation spécial africain. L'objectif est tenter de s'occuper davantage maintenant des causes premières de cette crise de la migration et pas seulement de ses conséquences. Mais ce flux
quasi biblique de population exige une réponse à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, non seulement nous avons la responsabilité d'apporter la paix et la stabilité en Syrie et en Libye, mais nous devons mettre fin à l'agression contre l'Ukraine. Le conflit armé dans l'est de l'Ukraine, comparé à il y a un an, est moins intense, mais les combats quotidiens continuent. La Crimée continue d'être occupée illégalement. Ceux qui sont responsables de l'accident de l'avion de la Malaysian Airlines MH17 ne sont toujours pas punis. Des tentatives pour faire obstruction à la justice sont très préoccupantes. Les conflits de longue date en Géorgie, en Moldova et en Nagorno-Karabakh continuent de nous préoccuper. Le dialogue et les efforts diplomatiques pour trouver une solution au conflit russo-ukrainien doivent continuer, mais une solution au conflit ne doit pas se faire au détriment des principes sous-jacents à la sécurité mondiale et à la sécurité européenne. Nous devons continuer de tout faire pour que soient respectés les accords internationaux convenus par nous tous. La Charte des Nations Unies, l'acte final d'Helsinki, la Charte de Paris. Nous devons faire en sorte que ces accords soient respectés et mis en œuvre. Nous devons continuer de lutter contre des tentatives visant à diviser les pays et établir des sphères d'influence. Mesdames et messieurs, alors que le nombre de conflits et de crises dans le monde augmente, le respect des droits de l'homme est devenu plus important que jamais. Nous devons défendre les valeurs universelles. Nous devons mettre fin aux violations massives des droits de l'homme et aux crimes contre l'humanité. Peu importe qui les cause et qui en est responsable. Comme cela est stipulé dans la Déclaration universelle, les droits de l'homme s'appliquent à tout le monde, sans aucune exception. Cette année marque le 20e anniversaire de la déclaration et de la plateforme d'action de Beijing, qui ont une incidence sur la façon dont nous examinons l'égalité et les droits des femmes aujourd'hui. Nous devons encore et encore défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Nous devons tout faire pour arriver à l'élimination de la violence sexiste. Les droits des femmes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles doivent être promus à tous les niveaux. Je me félicite de l'examen mondial de la résolution du Conseil de sécurité 1325 et j'espère que cela nous donnera l'occasion de donner un nouvel élan à ces questions pour qu'elles progressent. Nous devons continuer d'appuyer des mesures qui sont liées au bien-être des enfants en investissant dans leur éducation et dans les services de santé pour eux, et nous devons les préserver des conflits armés. Mesdames et messieurs, une société civile dynamique et active est une condition sine qua non pour assurer la prospérité. Une presse libre, la liberté d'expression, la liberté de conscience représentent les pierres angulaires de toute société ouverte. À une époque où l'on a des discours multiples, nous devons rendre hommage à ces militants, à ces journalistes, à ces blogueurs qui risquent leur vie pour faire connaître la vérité. Cette année, le Conseil des droits de l'homme a créé un mandat sur le droit à la vie privée. Les journalistes, les blogueurs, les militants des droits de l'homme et bien d'autres encore vivant sous des régimes autoritaires exhortent leur gouvernement de mettre fin à l'interférence illégale et arbitraire dans leur vie privée. Ils demandent à leur gouvernement de mettre fin aux intrusions dans leur courriel, au fait de clôturer leur blog et d'appliquer la censure. Malheureusement, la situation concernant le droit à la vie privée et à la liberté d'expression s'est aggravée durant ces dernières années. Les gouvernements doivent protéger le droit à la vie privée, comme cela est stipulé dans le Pacte international sur les droits politiques et civils, articles 2, 17 et 19. Toute ingérence dans la vie privée doit être raisonnable et juste. En même temps, le droit à la liberté d'expression doit être garanti. L'Estonie a des attentes très importantes concernant ce nouveau mandat. Mesdames et messieurs, 2015 est une année très importante pour la lutte contre la pauvreté et pour promouvoir le développement durable. Je me félicite de l'accord historique
conclut sur les ODD. Les gouvernements nationaux peuvent jouer un rôle essentiel pour créer un environnement propice au développement durable. Dans ce nouveau partenariat mondial, une place de choix revient à la promotion de sociétés pacifiques et sans exclusion, le respect des droits de l'homme, l'égalité homme-femme, l'état de droit et la bonne gouvernance, et également une durabilité environnementale. La croissance économique est bien sûr importante, mais ne peut se faire au détriment de l'environnement. La conférence sur le climat à Paris devrait permettre d'arriver à un accord pour promouvoir ces objectifs. L'utilisation intelligente de l'Internet et des technologies numériques peuvent être des moteurs pour la croissance économique et le développement. Nous avons besoin de politiques publiques fortes pour cette ère numérique afin qu'elle devienne un véritable succès pour tous les pays, un véritable moteur de développement pour tous les membres de la société et tous les pays. Mais ceci nécessite un environnement stable et prévisible sur le plan juridique qui encourage des investissements étrangers et la concurrence. Nous avons également besoin d'un système éducatif qui permet d'acquérir de nouvelles compétences. Nous avons besoin d'un Internet accessible et bien sûr la liberté pour l'accès à l'Internet. Ce sont des mesures que seuls les gouvernements peuvent prendre. 90% des personnes n'ayant pas accès à l'Internet vivent dans le monde en développement. Combler ce fossé numérique dans les pays et entre les pays, à travers les frontières, les sexes, l'âge, les revenus, voilà un élément essentiel si nous voulons une économie numérique moderne. En 2016, l'Internet sera la 5e économie mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Inde seulement. Il est temps que les dirigeants du monde considèrent le potentiel des technologies numériques comme une priorité de programme de développement. Je suis heureux personnellement d'être coprésident du groupe d'experts, du groupe consultatif pour le rapport sur le développement mondial de la Banque mondiale 2016. Ce rapport intitulé « Les dividendes du numérique » voit comment l'Internet peut être un moteur pour le développement et s'interroge sur ce qui est nécessaire pour utiliser pleinement le potentiel encore largement inutilisé des technologies numériques. Mesdames et messieurs, le respect du principe de l'état de droit est une pierre angulaire de la paix et de la sécurité. L'Estonie appuie de manière robuste la CPI dans ses activités, notamment sa recherche pour mettre fin à l'impunité. Nous demandons à tous les pays qui ne l'ont pas encore fait de rejoindre le système du statut de Rome. Nous exerçons tous les États partis à ratifier les amendements de Kampala. La responsabilité de fournir une reddition des comptes est avant tout une question nationale. Il est donc essentiel que les États construisent des capacités nationales suffisantes pour pouvoir mener des enquêtes et poursuivre des crimes internationaux graves. L'Estonie a fourni des ressources en matière de coopération au développement pour aider les pays dans leur mise en œuvre au niveau national du statut de Rome et nous encourageons d'autres États partis à faire de même. Au titre du premier pilier de la responsabilité de protéger, tous les États membres des Nations Unies se sont engagés à protéger leur population du génocide, des crimes de guerre, de l'épuration ethnique et des crimes contre l'humanité. À l'occasion du 10e anniversaire de cette responsabilité de protéger, j'ai réitéré notre appui à ce principe et j'ai lancé un appel à un engagement revu par la communauté internationale pour empêcher le génocide, les guerres, les crimes de guerre, l'épuration ethnique et les crimes contre l'humanité. Le Conseil de sécurité a une responsabilité essentielle à cet égard. Malheureusement, dans les cas les plus graves, le Conseil de sécurité a failli. Il n'a pas agi à cause de l'utilisation abusive du droit de veto. Il est très décevant de voir que dans des cas comme la Syrie et l'Ukraine, les débats du Conseil n'ont pas porté leurs fruits. Les membres du Conseil ne peuvent pas voter contre des actions qui visent à prévenir et à empêcher des crimes
sécurité de masse. C'est pourquoi nous appuyons les initiatives de la responsabilisation, la cohérence et la transparence et de son groupe et de nos amis de la France et du Mexique pour la non-utilisation du veto dans des cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes très graves. Il est impératif de faire en sorte que la réforme du Conseil de sécurité devienne une réalité. Monsieur le Président, la réforme des Nations Unies qu'appuie fermement l'Estonie ne se limite pas au Conseil de sécurité. Nous voyons le 70e anniversaire des Nations Unies comme une excellente occasion de faire des progrès en matière de réforme. En tant que membre du groupe ACT, responsabilisation, cohérence et transparence, l'Estonie souhaite vivement améliorer la transparence dans le processus électoral pour le prochain secrétaire général. Je suis heureux de voir que certaines propositions de ce groupe ont contribué à faire en sorte que ce processus soit plus transparent. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, il y a un accord selon lequel il devrait avoir un début concret de processus électoral, une liste de candidats et des réunions officieuses avec eux. J'espère qu'il y aura une coopération étroite entre les présidents de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité à cette fin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur l'importance de la responsabilité. Nous sommes frappés par une avalanche de problèmes. Il est donc particulièrement important que nous respections nos valeurs et que nous respections nos engagements. Ce n'est qu'alors que des mots comme les droits de l'homme, l'égalité, la démocratie et le droit international acquièrent vraiment un sens. Ce n'est que si nous respectons et défendons ces valeurs que nous serons en position de surmonter les temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République d'Estonie pour son intervention. Puis-je demander aux délégués de rester assis pendant qu'on accompagne son Excellence à l'extérieur?